Donc, le premier protocole qu'on va voir, c'est le protocole ARP. Donc, vous savez tous que le protocole ARP va permettre de, quand on a une adresse IP, de savoir quelle est son adresse MAC, ce qui est utilisé dans les réseaux locaux, puisque généralement, le problème qui se pose, c'est j'ai une adresse IP, mais je ne sais pas comment aller de ma machine vers l'autre machine si on est dans le même réseau local, si je n'ai pas son adresse MAC. Donc le protocole ARP va permettre de faire cela. Comment? De la manière suivante. Donc, il va y avoir, par exemple, si on parle de PC1, il cherche à connaître l'adresse MAC, l'adresse physique de cette adresse IP. Donc, qui est 192.168.0.2. Et il va envoyer ça. Une fois qu'il va envoyer ça, quand le PC2 va recevoir le message, il va lui renvoyer comme réponse « Je suis à cette adresse physique ». Donc, ça, c'est quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème et que tout marche. Maintenant, ce qu'il y a dans ce paquet, en fait, à quoi il va ressembler, son en-tête va être comme suit. Les deux premiers, ici, dans HW ADDR type, va permettre de nous dire comme quoi, c'est quoi le type d'adresse physique, en fait. Un, ce serait pour Ethernet, donc le protocole Ethernet, enfin, quel est le type d'adresse au hardware. Ensuite, le type de protocole pour l'adressage. Ici, on mettrait 0x0800 pour IPv4. Ensuite, dans l'octet numéro 4, on va avoir la longueur de l'adresse MAC. C'est égal à 6 pour Ethernet et aussi à 6 pour tous les protocoles qui utilisent des adresses MAC I3E802 pour le standard I3E802. Juste après, on va avoir la longueur de l'adresse IP, enfin l'adresse du protocole qui est au-dessus. Si on parle de IPv4, ce serait 4. Si on parle d'IPv6, c'est pas 4 octets. Et on a l'opcode. Dans l'opcode, ce qu'on va retrouver, c'est 1 si c'est une requête ARP, 2 si c'est une réponse ARP, 3 si c'est une requête RARP. Alors RARP pour dire reverse ARP, donc ici on a une adresse MAC et on cherche l'adresse IP. Et 4 pour la réponse RARP, donc une réponse qui va donner une adresse IP par rapport à une adresse MAC qu'il a reçue. Ensuite, alors, est-ce que je vais... Non. Juste en dessous, on va avoir l'adresse MAC source et la suite de l'adresse MAC source, puisque l'adresse MAC, elle est, si on parle d'Ethernet, elle est sur 6 octets. Donc, il y a 4 octets ici et 2 octets là. Puis, l'adresse protocole source, si on parle de IPv4, c'est sur 4 octets, donc vous avez 2 octets ici, 2 octets là. Et ensuite, tout ce qui est pour l'adresse MAC de la destination et l'adresse IP de la destination sur 6 octets et 4 octets. Bien sûr, ces champs-là vont être remplis soit avec la réponse, soit avec une adresse de diffusion. Donc, si on regarde finalement dans ce schéma comment va fonctionner une requête ARP, si l'autre cherche à connaître qui a l'adresse IP 10.0.0.3, il va envoyer ça comme étant en fait un paquet à diffuser, qui va être diffusé dans le réseau local seulement.
Une fois que ce paquet est diffusé, quand l'hôte B et l'hôte C vont recevoir ce paquet, seul l'hôte B est censé répondre avec son adresse MAC. Ici, c'est dans le cas où tout se passe bien. Maintenant, si on va dans le cas où vous avez déjà vu normalement le ARP cache poisoning ou l'ARP spoofing, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu, alors ici, quand l'hôte A va envoyer sa requête, au lieu d'avoir que l'hôte B qui va répondre, ce qui va se passer, c'est que l'attaquant, va dire comme quoi l'adresse IP 10.0.0.3 est à sa propre adresse MAC. Si vous regardez, les adresses MAC sont différentes. Ici, 10.003, normalement, est à cette adresse MAC qui se termine avec 0A. Or, dans la réponse, l'attaquant a mis sa propre adresse MAC. Donc, c'est un problème. Quand la victime va recevoir ça, quand elle va envoyer des paquets, en pensant qu'elle envoie les paquets à B, donc quand A va envoyer des paquets, pensant qu'il envoie des paquets à B, en réalité, il va les envoyer à l'attaquant. On a un autre type donc, de paquet ARP, c'est la requête ARP gratuite. Alors ici, vous voyez une capture d'écran d'une requête ARP qui sous Wireshark. Hein. Donc on voit la destination, c'est une adresse IP de broadcast, une adresse MAC de broadcast. On a l'adresse MAC source et on vous donne en fait dans la suite l'adresse de résolution du protocole. On vous dit c'est une requête ARP gratuite. Donc en fait, il n'y a pas réellement eu de requête. C'est la machine elle-même qui a envoyé l'information pour dire mon adresse IP est à mon adresse MAC. Donc, vous voyez ici, il n'est pas en train de demander à qui que ce soit, à quelque machine que ce soit, où se trouve, en fait, où se trouve non, à qui appartient telle adresse IP. Il n'est pas en train de répondre à qui que ce soit comme quoi son adresse IP est à telle adresse MAC. Il est en train de broadcaster son adresse IP et son adresse MAC à tout le réseau, sans qu'on le lui demande. Alors, comme vous voyez, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par requête gratuite? J'ai pas très bien compris. Regarde. On va voir. En fait, ça veut dire... comment expliquer ça? Personne ne lui a demandé... Si on veut, personne ne lui a demandé son avis. Si vous préférez. En réalité, Okay. personne ne lui a demandé où est-ce qu'il est. Il a de lui-même dit qu'il est à tel endroit directement. Si vous regardez, on va voir ici un peu plus, qu'est-ce qu'on vous retrouve? L'adresse IP source, c'est l'adresse IP de destination. Regardez. 192.168.1 et l'adresse de destination, c'est la même. Donc en fait, il ne demande à personne où se trouve l'adresse, quelle est l'adresse MAC de cette adresse IP. Puisqu'il la connaît déjà. Et il n'est pas en train de répondre à quelqu'un d'autre non plus. En plus de ça, c'est l'opcode 1. Si on repart en arrière, l'opcode 1, c'est pour une requête ARP.
Donc, en réalité, ici, il est en train d'envoyer une requête, mais il n'attend pas de réponse, puisque dans sa requête, il est en train de dire mon adresse IP est à telle adresse MAC. Et la destination de la requête, c'est moi-même. Si on parle de la destination adresse IP. Mais si on parle de la destination adresse MAC, c'est une adresse de diffusion. Donc, Madame, oui. s'il vous plaît, quelle est la différence entre ARP et RARP, s'il vous plaît? Alors, ARP, c'est une requête où une machine va demander l'adresse MAC d'une adresse IP. Donc, il connaît l'adresse IP, il ne connaît pas l'adresse MAC. Une requête RARP, c'est l'inverse. Il connaît l'adresse MAC, il ne connaît pas l'adresse IP. Donc, il demande quelle est l'adresse IP de cette adresse MAC. Ah, d'accord, merci, madame. Je vous en prie. Donc, c'est un paquet qui va permettre de donner l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP de l'hôte lui-même. Il permet d'aider à détecter les conflits d'adresse IP. Il permet de la mise à jour des tables ARP et des autres machines. Et à chaque fois qu'une interface IP s'allume, le driver de l'interface envoie une requête ARP gratuite. Donc, en fait, c'est une bonne chose puisque ça va permettre de diminuer la latence entre le moment où une machine se connecte, l'interface s'allume, et le moment où les autres machines connaissent où se trouve son adresse MAC, son adresse IP. C'est juste pour dire, c'est par exemple si je rentre dans une pièce, dès que j'ouvre la porte, je vais dire bonjour, je suis là. C'est un peu ça. Si on prend cette analogie. Si on parle de ARP poisoning, à quoi ça va ressembler? Alors, je vous laisse regarder ça rapidement. Alors, je vous rappelle, on est en train de parler de paquets ARP. Hein. Donc, on voit ici TCP, ça ne nous intéresse pas. NBNS, ça ne nous intéresse pas. Les paquets qui nous intéressent ici sont les paquets ARP. Je vous laisse regarder 2 minutes ces paquets-là. Et dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît pas normal? كاينة مادام une adresse c'est toujours la même هذيك اللي في la source Hein? راح يتبعت لدو ديستيناسيون ما يتبعت لهم توجور يعني هذيك لا ميم انفورماسيون تقول لهم هذيك لادريس اللي ماشي لادريس تاعها راهي هذه هي لادريس ماك ديال Hmm. Quelles sont les adresses IP? هذيك 40 192.168.130.145 Hein? يقول لهم هذيك لادريس ماك هذيك زيرو التروك مي Oui. هو لادريس تاعو سي با هذيك في السورس سي با لا ميم. Alors, non, ici, pardon. Ici, ce que vous allez voir ici, c'est parce que l'adresse MAC, ce que vous voyez ici, c'est des adresses MAC. Mais c'est pas ça le problème. Ah Il y d'accord. a, il y a une attaque ARP spoofing qui se passe maintenant, puisqu'il y a deux adresses IP associées à la même adresse MAC. C'est ça? Exactement. Il y a 2 adresses IP associées à la même adresse MAC. Regardez ici. Vous avez l'adresse IP 192.168.130.145 et l'adresse IP 168.130.151. 168.130.151. Les deux sont exactement à la même adresse MAC. On va voir un peu plus bas, c'est les mêmes choses. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec 2 adresses IP qui ont la même adresse MAC. Et c'est ça, finalement, un ARP poisoning ou un ARP spoofing. Et en réalité, donc, on se retrouve avec une machine qui est en train d'essayer d'empoisonner le cache de ces autres machines. La destination ici, c'est cette adresse MAC. Alors, la première partie a été
résolue, c'est pour ça. On a une résolution d'adresse MAC. Donc la première partie, c'est juste pour dire comme quoi c'est une adresse MAC VMware. Donc c'est une machine virtuelle. Et l'autre partie, c'est la suite de l'adresse MAC. En fait. Donc on va voir comme quoi cette machine est en train d'envoyer à deux machines différentes, deux adresses MAC différentes en tout cas, pardon, est en train d'envoyer à deux adresses MAC différentes, comme quoi il y a deux adresses IP qui sont à la même adresse MAC. Donc, il est en train, la machine qui est à cette adresse MAC, ou quoi qu'il en soit, est en train d'essayer de faire de l'ARP poisoning pour que le cache des machines qui sont victimes et cache ARP, ou leur table ARP si vous préférez, et dans leur table, comme quoi là, cette adresse IP est à telle adresse MAC, et ainsi de suite. En fait, il est en train de se mettre en tant que probablement homme du milieu. Probablement pas sûr, parce que si vous regardez, à cette machine, celle qui a l'adresse MAC qui se termine par 43, il lui envoie l'adresse IP 145. On peut s'imaginer, alors si on regarde, il faudrait connaître le réseau, etc. Mais une hypothèse, ce serait que on peut s'imaginer que la machine qui a l'adresse 145, c'est celle qui va avoir cette adresse MAC, C138, qui se finit par C138. Et celle qui est à l'adresse IP 151 doit probablement être celle qui a l'adresse MAC FA43 à la fin. Et donc, il est en train de se mettre quelque part au milieu entre les deux. C'est une hypothèse. Pour pouvoir s'assurer de l'hypothèse, il faut vérifier en fait, quelles sont les adresses IP de ces deux machines réellement. Voilà. Alors, comment on va pouvoir détecter ou prévenir l'ARP poisoning? Le détecter, on l'a vu justement là tout de suite, il n'y a même pas 30 secondes. C'est une possibilité, c'est une manière de le faire. Alors, mais de manière moins... Alors, là, on l'a vu avec nos propres yeux et un peu de réflexion, mais on va pouvoir aussi utiliser différents outils. On a les tables ARP statiques, ce qui est une bonne chose, mais le problème des tables ARP statiques, quand on est dans un réseau avec beaucoup d'adresses de machines, ça devient difficile de maintenir. Donc, ça va devenir difficile de maintenir ces tables-là, parce que ça va devenir de plus en plus grand. Et ça va demander beaucoup de travail en amont pour les administrateurs. Et s'il y a le moindre changement dans le réseau, il va falloir faire une mise à jour manuelle de toutes les tables ARP sur tous les autres. Ce qui devient finalement, ce qui est faisable pour un petit réseau, mais non faisable sur des grands réseaux. Néanmoins, on peut toujours utiliser des tables statiques dans des segments de réseau qui vont permettre de protéger les informations critiques. On a aussi la possibilité d'utiliser la sécurité du switch. Alors, la plupart des switches ont une technique qui va permettre la mitigation des attaques ARP poisoning. On va avoir par exemple le DAI, qui est Dynamic ARP Inspection, qui va évaluer la validité de chaque paquet ARP et qui va dropper tous les paquets qui paraissent suspicieux ou malicieux. Il peut aussi être configuré avec une limite de nombre de messages ARP qui peuvent passer à travers le switch, ce qui va permettre aussi de prévenir les attaques de type déni de service. Donc, ça,
le fait de configurer le DAI sur tous les ports d'un switch, sauf sur ceux qui sont connectés à d'autres switches, et fait partie des bonnes pratiques. Pourquoi on va pas le configurer sur les ports où vous allez avoir deux switches qui sont connectés l'un à l'autre, à votre avis? Madame, vous pouvez répéter la question? Je vous ai dit, le fait de configurer le DAI sur tous les ports d'un switch fait partie des bonnes pratiques, sauf sur les ports où un autre switch est connecté au switch. Donc, si je vais configurer le DAI sur tous les ports du switch qui sont connectés à des machines, en fait des endpoints, et non pas des machines des éléments d'interconnexion. À votre avis, pourquoi? Donc, entre deux switches, on peut avoir plusieurs paquets de différents types d'adressements qui Exactement. sont switchés. Exactement. On va pouvoir avoir plusieurs paquets ARP parce que vous pouvez avoir plusieurs interconnexions, une cascade de switch et le nombre de paquets ensuite ARP va devenir de plus en plus grand et ça va poser un problème ensuite pour l'interconnexion. Donc, chaque switch, on va configurer le DAI pour les ports qui vont aller vers des machines, des terminaux, les machines finales, et non pas vers un autre élément d'interconnexion, non pas un autre switch. Et c'est eux qui vont gérer ça à leur niveau. Mais entre les switches, on va pas le faire pour éviter le problème de finalement ce que j'ai dit auparavant. Je vous avais dit que le DAI, entre autres, il peut être configuré pour limiter le nombre de messages ARP qui peuvent passer à travers le switch. Donc, ça va poser un autre problème. On a aussi Port Security qui va permettre de n'autoriser qu'une seule adresse MAC connectée à un port de switch, ce qui empêche l'attaquant de faire croire qu'il possède plusieurs identités, plusieurs adresses MAC sur le réseau. Donc, pour chaque port du switch, il ne peut y avoir qu'une seule adresse MAC qui est liée à ce port. Donc, si une machine essaye de faire croire qu'elle a plusieurs adresses MAC, le switch ne le permettra pas. Ensuite, on va avoir la sécurité physique. Donc, pourquoi on parle de sécurité physique? Parce qu'en réalité, l'attaque ARP poisoning ou l'attaque ARP spoofing ne peut s'effectuer que depuis le réseau local. Donc, si quelqu'un veut effectuer une attaque d'ARP poisoning ou d'ARP spoofing, il doit être connecté au réseau local. Donc, si on a une bonne sécurité physique qui va permettre de limiter l'accès à l'intérieur de l'entreprise et qui va vérifier la portée du réseau Wi-Fi s'il y en a et ainsi de suite, ça va permettre de limiter l'accès aux personnes externes. Ça ne va pas les empêcher complètement, mais ça va le limiter. Par exemple, si vous avez un réseau Wi-Fi et que le réseau Wi-Fi déborde sur l'extérieur, alors s'il déborde un tout petit peu et qu'en diminuant la portée, on ne pourra pas, par exemple, on ne va pas pouvoir avoir une connexion Wi-Fi dans toute l'entreprise. Donc, on va devoir jouer sur quelle est la bonne portée. Il ne faut pas que la portée soit trop grande. Par exemple, si la portée du réseau Wi-Fi, elle est à, par exemple, 10-15 mètres à l'extérieur de l'entreprise, ça va permettre à quelqu'un d'être de l'autre côté, ailleurs carrément, de pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi. Donc, limiter la portée du réseau Wi-Fi pour n'englober que l'entreprise et ne pas déborder à l'extérieur. C'est un point.
limiter l'accès à l'entreprise, parce que dans l'entreprise, même si on peut se connecter par Wi-Fi s'il y a le Wi-Fi, ou par câble, réseau câblé. Et si on laisse l'accès à n'importe qui de l'extérieur et qui peut accéder à une prise réseau, c'est aussi un problème. Donc on doit prendre en considération la sécurité physique aussi. L'isolation réseau est aussi une manière une des techniques qui va permettre de limiter les attaques d'ARP poisoning. Donc, en segmentant le réseau, alors je vous rappelle que les paquets ARP ne peuvent passer que dans un sous-réseau, ils ne peuvent pas passer d'un sous-réseau vers un autre sous-réseau. Donc, si vous créez des VLAN, si vous créez des sous-réseaux différents, ça va limiter la portée du problème. Ça ne va pas l'enlever complètement, mais ça va le diminuer. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de faire de l'ARP poisoning dans votre réseau, ça ne va pas toucher tout le réseau, mais ça va toucher le segment du réseau dans lequel il est. Donc, ça fait partie aussi des éléments à prendre en considération. Le chiffrement. Alors, quand je dis chiffrement, le chiffrement, en réalité, il ne va pas empêcher l'attaque en elle-même, mais ça va permettre de diminuer le dommage potentiel. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, on sait que cette attaque d'ARP poisoning, comme j'en ai parlé juste là, et comme j'en ai parlé juste là, elle est souvent utilisée pour faire une attaque de l'homme du milieu. Donc, si dans le récit, en fait, pour faire une attaque de l'homme du milieu, pour faire quoi? Pour pouvoir récupérer les identifiants et les mots de passe qui auparavant étaient souvent en clair. Si ces éléments-là sont chiffrés, même s'il y a cette attaque qui est mise en place, le fait d'utiliser le chiffrement sur le web va rendre cette attaque plus compliquée puisque l'attaquant va devoir, en plus d'intercepter le trafic, il va devoir le déchiffrer. Or, c'est pas forcément faisable. Ça dépend. Ça dépend des capacités, etc., de l'attaquant. Capacités et ressources. Donc tout cela, je ne vais pas dire comme quoi. Alors bon, chaque élément pris seul va permettre de prévenir l'ARP poisoning, mais tous ces éléments ensemble vont permettre de diminuer cette attaque, diminuer l'impact de cette attaque et de diminuer la possibilité de faire cette attaque et de la rendre plus compliquée et ainsi de suite. Donc, comment on va détecter l'ARP poisoning dans une capture? Une manière de faire, c'est en utilisant un filtre du style dans Wireshark comme ARP Duplicate Address Frame, ce qui va nous permettre de voir les adresses MAC qui vont être utilisées pour plusieurs adresses IP. Par exemple ici, vous voyez le protocole ARP. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'adresse MAC et on va voir comme quoi l'adresse IP 10.0.0.8 est à telle adresse MAC et on vous dit que cette adresse MAC a aussi été utilisée pour l'adresse IP 10.0.0.7.
et qu'elle a été utilisée, si on regarde les différents paquets, qu'elle a été aussi utilisée pour le 10.0.0.2 et ainsi de suite. Donc on peut détecter grâce à cela, comme quoi une attaque d'ARP poisoning est en train de se faire, a été effectuée. Donc on a vu finalement en gros le protocole ARP avec ses différentes, avec les détails nécessaires et les différentes attaques qu'on peut retrouver, comment la détecter, en fait l'ARP poisoning, comment détecter l'ARP poisoning ou l'ARP spoofing, et comment s'en protéger ou diminuer l'impact de ce type d'attaque.